bienvenue dans ce quatrième débat des veillées du Ramadan, effectivement consacré à l'identité musulmane et la citoyenneté européenne. Voilà. Je vous présente tout de suite nos invités. À ma gauche, Tarek Koubrou, imam de la mosquée de Bordeaux. Vous avez publié Profession imam et Loi d'Allah, Loi des hommes. À côté de vous est assise Dounia Bouzard, anthropologue du fait religieux. Vous avez été membre du Conseil français du culte musulman, dont vous avez démissionné en 2005. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres sur l'islam, notamment Quelle éducation face au radicalisme religieux et l'intégrisme, l'islam et nous. Pierre Jox, ancien ministre de l'Intérieur et donc ministre des cultes. C'est à ce titre que vous avez été le premier à demander aux musulmans de réfléchir à la manière dont ils voulaient s'organiser en France. Vous êtes également l'ancien président du Conseil d'État, ancien membre du Conseil constitutionnel, aujourd'hui avocat au tribunal des mineurs. Galeb Benchek, vous êtes islamologue, présentateur de l'émission Islam sur France 2. Vous avez écrit plusieurs livres sur l'islam, le Coran, la laïcité. Françoise Dutu, ancienne députée européenne écologiste, vous êtes l'auteur d'un essai intitulé Le maire et la mosquée, Islam et laïcité en Île-de-France. Enfin, à ma droite, Amou Bouakaz, adjoint au maire de Paris, chargé de la démocratie locale et de la vie associative. Alors la première question que je vais vous poser à tous, puisque c'est là notre sujet, l'islam est-il un corps étranger en Europe? Alors là, je vous me répondre d'abord historiquement, on verra après ce qu'il en est au présent. Tarek Koubrou. Si on consulte un peu l'histoire occidentale, on se rend compte que l'islam a fait partie, d'une façon ou d'une autre, a fait partie de cette civilisation occidentale. L'islam a vécu en Espagne pendant 8 siècles, il y avait une circulation du savoir, du commerce, des relations assez complexes, quelquefois tendues entre l'islam et l'Occident au sein même de ce continent. Et donc l'histoire de l'islam en Europe n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle, mais il a souvent été considéré aussi comme l'ennemi de l'Occident, de l'Europe chrétienne. Mais un ennemi parfois utile parce qu'il a dopé la pensée, il a dopé l'économie. Et on sait bien que dans les rapports humains sont complexes entre la fascination et la crainte entre les hommes. Mais c'est un rapport très complexe qu'il ne faut pas réduire uniquement à un rapport d'ennemi. Je voudrais ajouter quelque chose. C'est que, en fait, ce que l'on ignore, c'est que l'islam est présent depuis des centaines d'années, notamment dans les anciens pays de l'Europe de l'Est. Pour une raison simple, c'est l'histoire de l'Empire ottoman. Et donc là, quand on entend ces débats sur la Turquie, fait-elle partie ou non de l'Europe, etc., c'est un petit peu grotesque, parce qu'on se penche quelques centaines d'années en arrière, pas plus loin que le XIXe siècle, en fait. Et donc, en fait, un colloque qui s'est tenu à l'Université de Nanterre en mai dernier, j'entendais Bruno Dransky qui nous expliquait toute l'histoire des musulmans dans l'Europe de l'Est, dans les anciens pays de l'Europe de l'Est, et qui rappelait d'ailleurs que Lénine avait donné une consigne qui était d'interdire en Russie que l'on interdise le port du foulard. Donc, vous voulez qu'on interdise d'interdire? Qu'on interdise d'interdire, je dis bien ça. C'est-à-dire que Lénine avait compris quelle était sa base, quels étaient les apparatchiks. Et c'est quand même assez intéressant comme détail. Et ça, c'est tout un pan. On pense souvent l'Andalousie, etc. Ça, c'est l'exemple courant. Mais l'exemple de l'Est... Des Balkans. Des Balkans, etc. Tout ça, c'est couramment vu. Pierre Jox. Oui, l'Europe a une dimension musulmane. Mais c'est une histoire très lointaine ou une histoire très récente. Il faut bien voir que pendant très longtemps, l'Europe, c'est la chrétienté. Les musulmans en Espagne, ils ont été chassés. Et les musulmans dans l'Europe de l'Est, ils ont été refoulés. Donc pendant très longtemps, il y a très peu de régions d'Europe où il y a un petit nombre de musulmans. Et depuis très peu de temps, depuis quelques dizaines d'années, il y a beaucoup de pays d'Europe où il y a un nombre de musulmans important, des jeunes, des familles qui sont arrivés. Et la grande nouveauté historique par rapport au siècle de cohabitation lointaine ou de conflit, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, l'islam est, parmi d'autres, une des religions minoritaires en France, en Allemagne, en Angleterre. Alors, nous sommes quelques-uns en Europe à avoir l'expérience de ce qu'est une religion minoritaire. Mais l'Europe, fondamentalement, était une Europe chrétienne. Après les guerres de religion, il y avait une grande partie de l'Europe qui était une Europe catholique, une autre partie de l'Europe qui était une Europe protestante. Peu de pays ont eu
ont réussi rapidement, fortement, facilement à supporter des religions minoritaires. Et l'apprentissage de l'Europe d'aujourd'hui, c'est que les religions minoritaires sont nombreuses. Il n'y a pas que l'islam qui se répand. Auquel pensez-vous d'ailleurs? Parce qu'on par pense exemple, qu'à l'islam. le bouddhisme était quelque chose de complètement folklorique quand j'étais étudiant à Paris. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'apparaît pas comme folklorique, c'est un sujet d'intérêt. Je crois que le respect et la tolérance envers les religions, évidemment dans le cas de l'Europe et de l'islam, est particulièrement complexe, parce que pendant longtemps, comme le disait madame, l'islam a été présenté comme un ennemi. Et il y a eu en effet des périodes où il y avait des guerres dans les deux sens. Parce que la reconquista de l'Espagne par les Espagnols, elle a été ensuite suivie par la conquête de l'Algérie par les Français. Donc ça va dans tous les sens. Alors, nous sommes héritiers, nous en France particulièrement, de cette histoire double, triple, à plusieurs fronts, parce que nous avons le passé de toute l'Europe, nous avons en plus le passé des guerres coloniales, nous avons en plus le passé de la décolonisation. Je crois que c'est pour ça qu'un débat comme celui que vous organisez là est important, parce que les Français, plus que beaucoup d'autres en Europe, peuvent vivre de façon à la fois chaleureuse et difficile la cohabitation de religions différentes. Dunia, moi j'ai envie de dire que le sentiment d'étrangeté qu'on a en Europe sur la question de l'islam n'est pas un produit historique, mais plutôt un produit politique. C'est-à-dire c'est les trous de mémoire qu'on a dans la relation avec l'ex-colonisation du Maghreb, tout ce qui n'a pas été parlé dans la relation avec l'Algérie, voire avec les autres pays. Et c'est vrai que c'est un petit peu ahurissant quand on se rappelle de cette histoire, de se dire, à l'heure d'aujourd'hui, l'islam est encore présenté comme quelque chose d'étrange, le musulman est encore présenté comme quelqu'un de très différent, qui aurait d'autres valeurs, qui aurait une autre culture, et on ne fait pas la distinction entre la culture maghrébine, africaine et la religion, et c'est assez surprenant quand on se rappelle cette histoire commune et toutes ces interactions qu'il y a eu dans l'histoire, qu'on puisse encore présenter les choses dans un monde bipolaire où il y aurait effectivement l'islam comme un paquet de valeurs ficelées étranges, et puis la France, ou l'Europe de l'autre côté. Ouais. Galeb Benchek. Moi, je peux comprendre qu'une telle question soit utile pour le débat, mais je suis surpris qu'elle soit toujours posée ou encore posée de nos jours. Considérer que l'élément islamique est étranger, allogène, incongru, intrus à la dimension européenne est un non-sens. Et le croire, c'est participer à une mutilation de l'histoire, elle-même mutilée et mutilante pour beaucoup de nos jeunes concitoyens. Et ceci pour quelques raisons que j'évoquerai très brièvement. D'abord, c'est Alec Kopo à juste raison à souligner l'aspect d'Occident. De 711, date à laquelle Tariq franchit le détroit des colons d'Hercule, qui depuis lors portera son nom, jusqu'en 1492, date de la découverte du Nouveau Monde, quand on allait en Occident, on allait en terre d'islam. Les Tatars, les Slaves, les Turkmènes, ou même les Italiens de l'époque, quand ils voulaient aller en Occident, pour eux, l'Occident était absolu, ils allaient à Saragosse, à Tolède, à Séville ou à Marrakech d'ailleurs. Donc, cette notion d'islam et d'Occident est réglée au moins sur cette période-là. Deuxième point, c'est au niveau de la toponymie des lieux, au niveau géographique. J'aime à rappeler que Perpignan n'est que corruption de Bir el-Bouniaï, puis de l'urbanisme. Ramatuel n'est que corruption de Rahmatullah, miséricorde de Dieu. Tout comme Valladolid n'est que corruption de Bilad el-Walid, le pays du nouveau-né. Le massif des morts, la porte sarrasine, et puis toutes les familles, les Marois, les Maurras, les Marais, etc., descendent du